ce focus sur la définition aussi de crime de guerre et de ne pas mélanger les termes. Frédéric Moreau, votre regard sur la situation, je sais que vous parlez souvent sur ce plateau avec émotion. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en découvrant ce reportage? Écoutez, il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur. Effectivement, génocide, crime de guerre, tout ça, c'est une abomination. Est-ce que le commandement suprême est responsable? Oui, il est, par définition. Évidemment, soit par abstention, soit par commission. Qui a commis... Toute la question est de savoir... Alors, ce sont évidemment des crimes de guerre. Hein. On en a déjà parlé. Des crimes de guerre avaient déjà été commis à Mariupol par l'usage indiscriminé d'armes de guerre incapables de discriminer les populations militaires et les populations civiles. Il faut bien comprendre simplement quand on fait une attaque qu'on ne fait pas une distinction entre un bâtiment militaire avec vraiment des militaires et puis tout ce ou qui est... des civils et des militaires. Non seulement les objets, mais aussi les sujets. Bon, ici, c'est autre chose. C'est encore pire, en quelque sorte. C'est qu'on vise spécifiquement des civils. Là, les gens qui ont été tués d'une balle dans la tête avec les mains attachées dans le dos, bon, c'est des crimes de guerre, tout simplement. Donc maintenant, il faut identifier les responsables, les coupables, ceux qui les ont commis. Hein, et on les attrapera. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faut qu'on les attrape, il faut que la justice passe. Et elle passera. Des crimes de guerre, ce sont des crimes qui sont commis en temps de guerre, qui sont en quelque sorte aussi des crimes contre l'humanité. Tout ça est défini dans différentes conventions et notamment dans les statuts de Rome de la Cour pénale internationale. Frédéric Moreau, avant de retourner vers Philippe Hensmans. Oui, je corrobore tout à fait ce que vient de dire monsieur. Il n'y a pas de définition in abstracto du crime de guerre. Un crime de guerre, c'est un crime qui est contraire aux principes conventionnels et coutumiers du droit de la guerre. Hein, donc ça peut être soit la coutume, soit les conventions. Il y a en revanche une liste des crimes de guerre dans le statut de Rome de 1998 et il y a aussi, et c'est ce à quoi faisait référence monsieur, sur les armes à sous-munitions qui sont des armes indiscriminées. Alors en tant que telle, effectivement, la Russie n'a pas signé la convention sur l'interdiction des armes à sous-munitions, mais l'utilisation d'armes à sous-munitions en milieu civil est contraire au droit de la guerre. Et contraire, ce qu'on appelle le droit de la guerre, c'est le droit humanitaire international. Hein, c'est la même chose. Donc voilà, ce ne sont ni les hommes politiques, fût-il le président des États-Unis, ni les journalistes, ni les experts comme nous qui peuvent dire si ce sont des crimes de guerre. Seul le juge, à l'issue d'un procès pénal, instruit à charge et à décharge, peut dire si c'est un crime de guerre. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que, en tant qu'experts, tous les éléments constitutifs des crimes de guerre sont là. Ça y ressemble, voilà. C'est ce qu'on dit. Voilà. Ça y ressemble très fort. Maintenant, il faut identifier les responsabilités, qui a donné l'ordre, qui l'a exécuté, relier la matérialité des faits à la causalité et à l'intention. Philippe Hensmans, pour que ce soit clair pour le crime de génocide, c'est lorsqu'on vise à exterminer une ethnie particulière. Quand on connaît le mélange de population qu'il peut y avoir entre la Russie et l'Ukraine, c'est évidemment très difficile de pouvoir dire qu'à un moment donné, il y a une volonté de génocide de la part des troupes russes. Ouais, évidemment, on est en période de guerre, donc on ne peut pas parler de propagande, mais il faut jouer aussi sur l'émotion, sur la communication. Et il sait très bien, le président Zelensky, que quand il utilise ce terme-là, ça aura aussi une certaine résonance dans les médias, auprès de l'opinion publique. Là-dessus, Frédéric. Oui, je voudrais quand même tempérer un petit peu l'affirmation selon laquelle ça ne va rien changer à la situation présente. Parce que ce qui va vraiment changer, c'est quand le procureur de la Cour pénale internationale va lancer des mandats d'arrêt internationaux. Il y a 123 pays qui sont signataires du statut de Rome. Ça veut dire qu'il y a 123 pays dans le monde qui ont obligation, sauf à violer leurs obligations internationales, d'arrêter les personnes sous le coup d'un mandat international. Donc dire que ça va rien changer, non. Et puis de toute façon, le temps de la justice n'est pas le temps médiatique, n'est pas le temps de la guerre. On va y venir pour les conséquences, notamment pour Vladimir Poutine, à pouvoir savoir ce qui risque. Qui aurait dit en 1943 que les responsables nazis finiraient devant les tribunaux de Nuremberg ou les criminels japonais? Qui aurait dit que les responsables serbes finiraient devant la justice et finiraient leur vie en prison? Personne. Donc je crois qu'il ne faut pas injurier le futur. Moi je suis persuadé que ces gens-là vont devoir rendre des comptes à la faveur d'un changement de régime ou plus tard. Pour terminer, Olivier Boulenc,